Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour la dernière table ronde de la matinée. Alors le logement, eh bien, c'était 14% du budget des ménages en 1988. En 2002, on était à 32%. Et ce chiffre, vous l'imaginez, monte jusqu'à 40% pour la région parisienne. Alors l'impact sur la qualité de vie, évidemment, est énorme. On le sait, les salariés n'ont pas d'autre choix que de devoir s'éloigner de plus en plus de leur lieu de travail. La tension sur le marché du logement, je crois qu'on peut le dire, est à son comble. Et c'est pas fini, parce que le bâtiment doit d'urgence accélérer le chantier de sa transition climatique, puisqu'avec ces deux versants, à la fois construction et exploitation, il représente 20% des émissions de CO2. Et l'objectif aujourd'hui, avec mes intervenants, ça va être d'identifier les leviers que peuvent utiliser justement les entreprises pour relancer la machine de la production du logement, mais aussi pour réussir le défi de la décarbonation. Alors merci à nos invités de nous rejoindre pour penser l'avenir du marché du logement ensemble ce matin. Olivier Carré. Alors vous avez exercé longtemps les fonctions de maire d'Orléans et de président d'Orléans Métropole. Vous connaissez très bien les enjeux de terrain du logement social. Alain Di Crescenzo, vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie et vous avez des fans dans la salle. Donc c'est le réseau des CCI locales, je vous en prie, asseyez-vous là, qui accompagne les entreprises sur de nombreux aspects. Et donc vous avez les meilleurs indicateurs sur le quotidien des chefs d'entreprise, on va en parler dans un instant. Patrice Tillet, vous êtes directeur adjoint réseau et patrimoine au sein d'Action Logement Immobilier. Vous êtes en charge du plan décarbonation et c'est important. Et puis enfin Bernard Verker, vous êtes chef d'entreprise et vous présidez la commission logement national de la CPME. Et donc vous suivez au plus près les enjeux d'accès au logement pour les salariés. Alors, le point de départ, on le sait, de tout projet de développement, c'est le terrain, parce que sans terrain, pas de permis de construire, pas de logement, et donc pas d'usine. Alain Di Crescenzo, comment font aujourd'hui les chefs d'entreprise, voilà, prenez ce micro, comment font les chefs d'entreprise aujourd'hui qui souhaitent se développer, comment peuvent-ils avoir accès à du foncier? Et ont-ils encore accès à du foncier? Écoutez, premièrement, ils galèrent. Je peux prendre une précaution? Bien sûr, allez-y. Je suis pour le développement durable de notre pays, pour la préservation de la planète, etc. Par contre, mon boulot, c'est de relever les ambiguïtés. Oui. On nous dit qu'il faut réindustrialiser la France, il faut remettre des usines. 54 milliards d'euros. Et quand je veux mettre une usine, je n'ai pas de terrain. Donc, si vous voulez, c'est quand même une sacrée ambiguïté de séquence. La deuxième chose qu'on nous dit, il faut décarboner. On s'aperçoit que 51% des émissions, c'est nos importations. Donc ça veut dire que quelque part, il faut bien sûr un développement sérieux, respectueux de notre planète et de notre territoire, mais il faut absolument qu'on arrive à créer des usines, des commerces, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc on a d'énormes difficultés à trouver du foncier. D'accord? On en trouve quand même. Et puis le deuxième sujet, c'est l'anticipation de ce qui va se passer. Et vous savez, quand on anticipe une pénurie, qu'est-ce qui se passe? On a des augmentations de prix. Et donc, dans une période où l'économie, vous connaissez les statistiques mieux que moi, et qu'une économie qui n'est pas une économie de croissance, d'accord? Et même une décroissance en volume, donc nos entreprises font face à deux choses. La raréfaction d'un produit, et quand c'est rare, c'est l'augmentation des prix. Donc, les chambres de commerce, simplement, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Écoutez, on essaie bien sûr d'influencer sur le législateur. Mais à côté de ça, on essaie d'acter. Et qu'est-ce qu'on acte? Ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de recenser le foncier disponible. Et donc, on travaille beaucoup avec les collectivités. Et donc, ce n'est pas le combat des chambres de commerce, c'est le combat de l'équipe qui veut faire décoller ou accélérer ce pays. C'est identifier du foncier. Regardez des entreprises qui ont prévu des grands parkings alors qu'on utilise un peu moins la voiture aussi pour faire en sorte que, quelque part, on puisse effectivement réutiliser le foncier disponible. Je vous donne juste un chiffre. Allez-y. Quand on dit on veut réindustrialiser, il y a un tas d'études qui a été faites. Globalement, on a perdu 2,5 millions d'emplois en 50 ans. Là, on nous dit en réindustrialisant, si on fait notre plan, c'est 1 million d'emplois créés. Pour créer ces 1 million d'emplois, il faut bien sûr du foncier pour les entreprises. Est-ce que vous savez combien il en faut? 250 000 hectares. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est 5% de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça veut dire que quelque part,
même si on n'arrive pas à récupérer du foncier, c'est que 5%. Je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup, mais il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut. Oui. Et alors, avant de donner la parole à vos camarades, une dernière question, parce que face à ça, évidemment, on a le sujet majeur de la décarbonation, avec une échéance de taille, puisque depuis août 2021, avec la loi climat et résilience, la France s'est fixé l'objectif de zéro artificialisation nette pour 2050. Ça va arriver vite. Quelle piste pour aider les entrepreneurs à se développer en respectant ce défi environnemental? Alors, premièrement, les pistes, elles existent, mais il y a surtout quelque chose d'important. C'est que dans l'esprit, tout le monde est là-dedans. Et je faisais une enquête sur les entreprises, si vous voulez, on estime les plus éloignés de la décarbonation, on parle du commerce, ce qui est faux. 70% des commerçants ont initialisé une action sur la décarbonation. Alors, est-ce que c'est in fine pour de la sobriété, c'est pour verdir ou pas, mais c'est la même chose. Donc on est tous sensibilisés donc, à la décarbonation. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Deuxièmement, vous savez qu'il y a des aides. On a lancé hier avec Christophe Béchu et Olivier Grégoire une plateforme qui recense les aides à l'environnement. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a 500. 500 aides? Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Voilà, il y en a 500. Il y en a 500 qui sont là-dessus. Donc on a fait une plateforme pour essayer d'orienter l'entreprise par rapport à ces aides, parce que ça veut dire qu'il y a des aides de l'État, d'accord, qu'elles viennent de l'Europe ou qu'elles viennent de la France, peu importe, d'accord, il y a des aides. Et puis vous savez comme moi que vous pouvez avoir des beaux dispositifs, si vous n'avez pas de réseau de distribution, ça ne marche pas. Le réseau de distribution, c'est faire le dernier kilomètre. Et donc avec les chambres de commerce, bien sûr, mais pas que, avec la CPME, avec l'équipe de l'entreprise de France. Donc on fait en sorte d'accompagner les entreprises. Concernant les chambres de commerce, on accompagne, on sensibilise sur l'environnement 120 000 entreprises chaque année. Et on en accompagne 30 000 avec des résultats extraordinaires. Un exemple. Donc, c'est dans le Grand Est. Si je prononce bien, c'est les sources de Salesmat. On les a accompagnés sur un équipement qui permet de verdir leur production. Ils mettent de l'eau en bouteille, des liquides en bouteille. Investissement de 300 000 €, retour sur investissement de 200 000 € par an. Donc, je verdis. Et derrière le verdissement, il y a bien sûr un retour sur investissement très rapide pour les entreprises. Et je finis sur un point. Il y a quand même un postulat que j'aurais dû dire en premier, mais ça me permet de conclure sur le sujet. Et je suis un convaincu là-dessus, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. L'économie sera verte ou ne sera plus. Ne vous trompez pas. Vous aurez bien sûr des Nutri-Score du verdissement sur les produits, et on ne prendra que du A. Donc soit on est A, soit on n'est pas. Donc il faut accompagner ce mouvement, pragmatiquement, notamment nos PME, PMI, parce que c'est celles qui sont le moins structurées et qui en ont besoin. Mais dans tous les cas, on sait que ce que l'on fait, on n'a pas le choix. On veut simplement un peu de temps, de la compréhension, et puis garder les pieds sur terre, parce que de temps en temps, il y a des choses qui nous dépassent un petit peu. L'économie sera verte ou l'économie ne sera pas. Olivier Carré, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, puisque vous êtes spécialiste aussi du sujet? Vous avez notamment présenté un rapport que vous avez piloté sur le sujet au Sénat. Est-ce que vous partagez le même constat? Alors c'était une table ronde, c'est pas tout à fait un rapport, mais en tout cas, oui. Bon, je crois que de toute façon aujourd'hui la question elle est actée et il y a déjà des résultats dont on ne parle pas assez souvent, et notamment en France. Maintenant sur la problématique du foncier, ce qu'a dit le président est essentiel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits par rapport à une donnée qui est rare et qui est fixée. Il va y avoir des conflits entre les besoins pour l'économie, les besoins pour le logement, les besoins pour les infrastructures et les équipements. Et une des problématiques aujourd'hui, c'est celle-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser. Oui. Parce que si le développement des entreprises a besoin de foncier, comme ça vient d'être très justement rappelé, des entreprises qui marcheraient mal parce que les salariés ne peuvent pas se loger pas trop loin, ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc il y a toute cette problématique-là. Et aujourd'hui, elle induit des changements d'attitude de la part des aménageurs, des promoteurs, des collectivités, en essayant de pousser la transformation, l'économie sur le foncier, la transformation du foncier déjà occupé ou déjà existant. Enfin bref, c'est toute une nouvelle ère qui est en train de se faire et qui marche. En Île-de-France, au cours de ces 10 dernières années, on a consommé près de 50% de moins de foncier que dans la décennie précédente pour construire le même nombre de logements. Oui. Aujourd'hui, pour construire un logement, il faut à peu près 3,50 m de foncier pour 1 m² de logement construit.
L'objectif de la ZAN, c'est 2,50 mètres de foncier pour 1 mètre de logement construit. Il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, il fallait 5 mètres carrés. Donc on a déjà passé de 5 à 3,50 mètres, demain à 2,50 mètres. Je donne ces chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais qui montrent que déjà, on est déjà sur cette tendance. Ouais. On peut se projeter, et donc il y a toujours des efforts à faire. Ils viendront sur la transformation du foncier existant, les bureaux, les friches industrielles, tous ces éléments-là. Donc voilà, c'est presque des nouveaux métiers à inventer ou en tout cas à professionnaliser. Par exemple, Action Logement est très dynamique avec sa foncière de transformation immobilière. Oui. Et vous allez en parler. Mais voilà, donc ce mouvement, il est déjà enclenché, c'est ce que je voulais dire. Et il faut résoudre les conflits d'usage autrement que sur des tableurs. Alors justement, on va donner la parole à Action Logement, puisque Action Logement, c'est le premier groupe foncier résidentiel aujourd'hui en Europe. C'est un acteur majeur, évidemment, du logement social en France. Patrice Tillet, quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Oui, et c'est essentiellement l'accompagnement des entreprises pour leur développement économique et le développement des territoires. Et nous devons y répondre en apportant des solutions logements, alors sociaux et intermédiaires. L'idée, c'est du logement abordable. C'est un logement qui se situe en dessous des prix de marché sur lequel on va dire, le marché va répondre à ceux qui ont la capacité à pouvoir se loger. Ils ont un pouvoir d'achat qui le permet. En revanche, ceux qui sont en pression sur ces sujets-là, et pour être logés près de leur lieu d'emploi, il faut qu'on puisse proposer ces logements-là. Alors vous avez lancé la table ronde en évoquant la nécessité de relancer. Nous, chez Action Logement, et Bernard Werker en parlera, puisque nous sommes un exemple du paritarisme de gestion dans lequel les partenaires sociaux, et notamment la CPME, prend sa part en impulsant politiquement des ambitions très fortes. Depuis la création d'Action Logement en 2016, nous avons doublé la production de logements. Alors dans le même temps, pas mal d'opérateurs étaient plutôt dans la décrue. Je ne vais pas donner de nom ici, mais on voit aussi que la situation de crise aujourd'hui, elle est liée au fait que certains opérateurs se sont démobilisés sur le sujet. En tout cas, Action Logement, Bernard le redira. Oui, c'est ça, parce que si on fait un panorama rapide des facteurs qui sont liés à cette crise, donc vous dites que celui-là... Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'engagement, la volonté de faire, la volonté politique est déterminante. Ça, c'est le premier élément. Il faut se le redire parce que c'est déterminant. Après, on a effectivement la difficulté, l'accès au foncier. Oui. Alors ça, c'est la même confrontation au réel que les entreprises. Nous réalisons de plus en plus, effectivement, Alain Carré l'a dit, Olivier Carré l'a dit, c'est de plus en plus, nous construisons sur des terrains déjà artificialisés, on démolit, on reconstruit, et sur, par exemple, des parkings, sur des zones déjà artificialisées. Donc le ZAN rend les choses complexes, mais on sait déjà y répondre. Et on a créé, par exemple, la foncière de transformation immobilière. Nous achetons des immeubles de bureaux obsolètes, qui ne répondent plus aux besoins des entreprises, et nous les transformons en logements. Là, on est en train d'en livrer, d'en inaugurer en ce moment en région parisienne, et on va essaimer sur tout le territoire national. Donc ça, ce sont des solutions qui nécessitent de l'ingénierie nouvelle, des montages économiques nouveaux, mais qui permettent de répondre à cette question-là. Donc, on a ces contraintes-là, mais en tout cas, nous, on essaie de trouver des réponses complémentaires. Nous allons aussi lancer auprès de toutes nos filiales un enjeu fort de surélévation de bâtiments. Quand on peut rajouter 2-3 étages à un immeuble, c'est autant de logements qu'on réalise et qui vont permettre d'avoir une offre complémentaire sur du déjà construit, du déjà bâti. Parce qu'on rappelle le nombre de logements sociaux qui sont en attente aujourd'hui en France, 1,2 million. Oui, alors c'est plus que ça. Alors, le chiffre est un peu en... oui, c'est plutôt près de 2 millions de demandeurs de logements sociaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que 40% des demandeurs sont déjà logés dans le logement social. Oui. Ce sont des gens qui souhaitent un autre logement pour se rapprocher de son lieu de travail, mais aussi parce que la famille a changé de configuration. Oui. Donc voilà, il faut aussi relativiser dans ce sens-là, même si c'est encore trop important et qu'il faut continuer à être fortement mobilisé sur ce sujet-là. Bernard Werker, un commentaire général avant qu'on passe aux solutions, parce qu'on est aussi là ce matin pour parler des solutions. Oui, alors, je complète ce que dit Patrice. Le parcours résidentiel. Oui. Aujourd'hui, c'est bien entendu 1 200 000 demandes de logements sociaux, mais dans le parcours résidentiel, il y a effectivement la montée en gamme ou la montée en espace. Et là, aujourd'hui, ça coince. Ça coince pourquoi ? Parce que les primo-accédants n'ont plus accès, et bien entendu, à cause de l'augmentation des prêts. Oui.
Donc automatiquement, la chaîne est complètement grippée. Je voudrais revenir simplement sur le sujet précédent. Les partenaires sociaux dont la CPME fait partie au niveau de la gestion d'Action Logement, lorsqu'on dit qu'Action Logement, c'est un logement social sur 2 de construit, on maintient aujourd'hui ce rythme, alors que l'économie n'est pas favorable. On dit aussi que nous faisons un logement intermédiaire. Alors, c'est quoi les logements intermédiaires? C'est pour, effectivement, je dirais, le public un peu plus aisé. C'est un logement intermédiaire sur 3. Donc, on prend toute notre part, malgré la crise, comme vous dites, malgré la crise, on continue de travailler. Et ça, c'est l'impulsion des partenaires sociaux. Je le répète, les 7 confédérations qui sont aujourd'hui gestionnaires paritaires d'Action Logement ont cette dynamique pour continuer à construire, à évoluer et à rénover. Et vous savez que j'ai une société qui fait partie des QPV, comme on dit, des quartiers prioritaires de la ville. Nous sommes commerce de proximité. Le besoin de réhabiliter est énorme. Mais j'avais encore Olivier Saleron au téléphone tout à l'heure, président de la FFB, il me dit « ça ne suffira pas au niveau réhabilitation, il faut continuer à construire ». Mais alors justement, puisque vous dites un logement sur 2 dans le contexte de crise que l'on connaît aujourd'hui, si on regarde les derniers indicateurs macroéconomiques, ils annoncent globalement tous que l'année 2024 va être très compliquée. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à maintenir ce ratio? Les projections à court et moyen terme? Voilà, le geste Bernard est significatif. Il faut vraiment une volonté politique forte et une impulsion déterminante. Donc nous, chez Action Logement Immobilier, nous déployons la stratégie impulsée par les partenaires sociaux. Alors déjà, nous sommes dans l'action puisque nous avons lancé un grand plan de rachat de 30 000 logements. On a réglé ça en 6 mois. En 6 mois. Il n'y a pas d'équivalent en France sur cette réussite en 6 mois, entre le moment où on a mis en place notre plateforme et le moment où nous avons atteint les 30 000 logements que nous avons rachetés aux promoteurs, ce qui permet de soutenir l'activité. Ces programmes vont permettre d'avoir de la commande auprès des entreprises sur tout le territoire national, puisque nous avons sauvé ces opérations dans lesquelles il y a une quotité de logements sociaux. Même si ce n'est pas nous qui allons les réaliser et les acheter, ça sera d'autres opérateurs. En tout cas, on a sauvé cette part de logements sociaux. Donc cette contribution, ça a été du logement intermédiaire, des logements sociaux sauvés, des promoteurs qui vont pouvoir réaliser leurs opérations et des entreprises du BTP qui vont avoir de la commande. Ça, c'est déterminant. Et ça va du coup avoir un effet aussi sur 2024. Mais effectivement, Bernard Vercas le disait, avec la contraction de l'accession, il y a tout un pan quand même qui pose problème puisque les primo-accédants ne vont plus sur l'acquisition de leur logement. Et souvent, ce sont des gens qui, du coup, restent dans le logement social. Et ça ajoute de la crise à la crise, puisque les taux de rotation, ce qui nous permet, nous, avec 1 100 000 logements, quand il y a un taux de rotation de 8-9%, de réinjecter des logements disponibles pour loger les salariés, quand on a 7%, voire 6%, voire 4% dans la métropole du Grand Paris de taux de rotation, on n'a pas de logements qui se libèrent pour les reproposer. Puisqu'on le rappelle, évidemment, le logement social, c'est censé être une période de transition, forcément. Bernard ? Et je rappelle aussi que l'ADN d'Action Logement, c'est de loger les salariés. Je ne vais pas me polémiquer aujourd'hui sur les réservations et autres, mais les cotisations, la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction, c'est théoriquement, depuis le départ, depuis que nos aïeux ont créé ça en 53 ou 56, il y a débat sur le sujet, mais 53 ou 56, c'était pour loger leurs salariés, parce qu'il y avait déjà un problème en 56, tout le monde le sait dans cette salle, un problème de logement. Vous avez raison de le rappeler, bien sûr. Oui, tout à fait. Alain ? Oui, voilà la réflexion que j'avais par rapport à qu'est-ce qu'on va faire, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Parce que vous savez tous que le chômage va repartir. Le chômage, il n'est pas partout pareil. Il faut absolument qu'on arrive à déplacer certaines populations d'un territoire à un autre. Et je vous donne un exemple. Pour qu'on déplace des populations où sur les territoires où il y a du boulot et du vrai plein emploi, pas 7%, ça ne marche pas ça, il faut absolument qu'il y ait des logements. Et je prends un exemple. La Vendée. Vous connaissez la Vendée ? Oui. La Vendée, aujourd'hui, est freinée dans son développement, je parle de mes entreprises, parce qu'il n'y a pas de logement pour les collaborateurs. Mais écoutez, si vous voulez que la Vendée vienne moyenner à la baisse le taux de chômage qui va être à 8% en 2024, vous avez plutôt intérêt à trouver des solutions. Donc on est coincé. C'est le premier point. La deuxième chose qui nous
percute sur le logement et sur l'immobilier, on est frappé par 3 éléments majeurs. Le prix, les taux et les règlements. Et quand vous mettez dans votre recette prix, taux, règlement, et je vais vous donner un exemple sur les taux, et si vous ne trouvez pas de solution, ce n'est pas l'incantation, les solutions, vous savez d'où elles viennent chez nous, c'est forcément une action gouvernementale, on n'a pas le choix. On ne saura pas refaire les choses. Donc on a un besoin majeur qui va nous coûter des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros, c'est ce chômage qui coûte, qu'on pourrait juguler sur certains territoires si on a des logements. Et ces solutions-là, il faut les trouver. Je vous donne l'exemple des taux. Est-ce que vous avez mesuré l'impact des taux sur un prêt immobilier et sur le pouvoir d'achat immobilier? Je vous donne un exemple. Un prêt sur 20 ans. Lorsque c'était à 1%, vous faisiez votre prêt et vous arrivez à payer votre logement. Le taux passe à 3%. Ça coûte 20% de plus en mensualité. Le taux passe à 4%. Ça coûte 30% de plus. Le taux passe à 5%, c'est 40% de plus. Ça veut dire que pour un même logement, à prix constant, le fait de passer de 1 à 5%, on est près des 5% aujourd'hui de taux d'intérêt sur les crédits immobiliers, ça veut dire que ça doit vous coûter 40% plus cher ou vous posez 40% moins gros. Oui. Et ça, c'est le vrai problème que nous avons. Et donc là-dessus, s'il n'y a pas une action sur à la fois cette combinaison terrible des prix, des taux et des règlements, et d'autre part, la possibilité à dynamiser le logement, là on en a besoin, pour transférer des populations où il y a du boulot, positivement, ben écoutez, on va avoir des années calamiteuses sur 2024, 2025, 2026, 2027. On n'a pas d'autre choix. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il faut alerter les pouvoirs publics positivement, parce que ce n'est pas le sujet d'être critique, c'est de dire il y a un vrai sujet d'urgence, la projection est écrite, on ne se trompe pas, il faut trouver des solutions rapidement. Ça c'est dit. Alors justement, sur les solutions, Olivier Carré, donc vous avez acquis forcément une très solide expérience à la fois dans le logement de manière générale et puis dans le logement social, dans vos fonctions de maire et de président d'Orléans Métropole. Quels sont aujourd'hui, d'après vous, les moyens qui sont à disposition pour relancer cette machine de la production de logements dont on a tant besoin ? Alors moi, je suis un tout petit peu moins gourmand sur les solutions publiques. Évidemment. Il y a les prêts à taux zéro qui existent, ils ont été lancés. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, on complexifie les choses. C'est là où je rejoins le président, c'est que la question des règlements, elle est vraiment lourde. Sur les taux d'intérêt, bon, il y a une évolution conjoncturelle, mais il y a même pas 10 ans, on était à des taux supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'immobilier était dans une situation un tout petit peu moins critique que ce que l'on décrit avant, avant la crise des subprimes de 2008-2009. Donc tout ça va se réguler. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si jamais on n'avait qu'un cycle conjoncturel qui passait et que ça redémarre, après tout, c'est la vie économique. Et une partie de l'immobilier est faite là-dessus. Le président a raison, les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat des ménages, tous ces éléments-là ont toujours été des déterminants sur les cycles de l'immobilier. Et les crises se retrouvent à peu près tous les 10 ans. Mais dessus, il y a un autre mouvement. Et c'est là que sont les choses importantes. C'est qu'à peu près tous les 25 ans, on a un grand mouvement. Ça a été dans les années 60 le développement de tous les quartiers, des villes nouvelles, d'une expansion fantastique du nombre de logements qui devait répondre à des besoins bien connus. Dans les années 80, ça a été tout le périurbain qui s'est développé autour des villes. Et depuis 20 ans, qui est la période que j'ai connue en tant que magistrat, ça a été le début de la réglementation, ça a été le début de l'organisation des sols, ça a été le début d'une politique d'aménagement plus planifiée. Et demain, on va avoir, on l'a déjà dit avec Lausanne, besoin justement d'autre chose. Et c'est cette transformation des villes qui va être à l'ouvrage et qui a déjà commencé et qui suit, on va dire, la crise du Covid, avec derrière de grandes mutations sur le télétravail, sur les besoins, le regard par rapport au logement, même si la maison individuelle reste l'objet le plus désiré par les ménages dans leur parcours résidentiel. On voit bien que c'est plus la même maison aujourd'hui que celle qui a été fabriquée il y a une vingtaine d'années. Donc bref, il y a tous ces éléments-là. Et c'est pour la première fois aussi dans l'histoire de l'immobilier qu'on a besoin de mettre autant d'argent dans l'immobilier ancien. Dans l'immobilier ancien avec la rénovation. Et ce mouvement, il a commencé. Quand on regarde les courbes
macroéconomique de l'investissement dans les travaux, on voit depuis à peu près 2-3 ans énormément d'épargne des ménages fléchés sur les travaux de leur maison. Donc, c'est les questions d'étiquette énergétique, de rénovation énergétique, etc. Et ce mouvement-là, sachant qu'il y a un deuxième élément qui est un peu, qui est un stock, on a parlé du foncier, mais il y a aussi l'épargne, c'est un stock. Et donc, il n'y aura pas 50 affectations entre le neuf, l'ancien, les travaux de rénovation, etc. Donc il faut privilégier, ça a déjà commencé, mais à mon avis, ça doit être amplifié, notamment sur le plan fiscal, sur le plan de révision, qui doivent épouser ce nouveau cycle qui est devant nous. Et c'est là où il y a un travail du législateur à faire, à mon avis, plus que sur les aides, c'est de revoir comment est-ce qu'on peut amplifier et massifier encore plus ces questions de rénovation et de réhabilitation de l'ensemble du parc ancien. Jamais, encore une fois, dans l'histoire, on a eu autant de besoins sur le parc ancien par rapport au neuf. Et il faut avoir en tête que quand un ménage, Bertrand a parlé tout à l'heure du parcours résidentiel, qui est essentiel pour expliquer la crise que l'on vit et comment est-ce qu'on peut en sortir. Un ménage qui achète un logement neuf, c'est 4 qui achètent un logement ancien, dans les primo-accédants, ceux qui accèdent à la propriété. Donc on voit bien que le truc, il est là. Et moi, j'ai une assez grande confiance dans les mécanismes économiques, dans les entreprises, pour trouver de nouveaux services, pour trouver une manière aussi de faire dans le bâtiment qui soit peut-être un peu moins atomisé que ce qui existe aujourd'hui. Donc une recomposition de l'ensemble du secteur du bâtiment qui est derrière aussi. Oui. Et j'en discutais aussi bien avec des majors qu'avec la CAPEB. Et tout le monde sent qu'il y a des choses qui vont évoluer aussi bien dans le neuf que justement dans la rénovation qui doit pouvoir se massifier. Et c'est ce mouvement-là au niveau des entreprises qui, à mon avis, va porter la vague et qui va porter la vingtaine d'années qui est devant nous. Alors justement, c'est une parfaite transition puisque on a bien entendu Alain sur le rôle des pouvoirs publics, mais en effet, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Bernard Wercker, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi à la tête de la commission de logement de la CPME. D'après vous, quels sont les leviers qui sont à disposition aujourd'hui des PME? Alors, je vais les mettre d'accord tous les deux. Ah. Non, oui, c'est ça, ils avaient des propos complémentaires. Sur l'intervention, effectivement, des pouvoirs publics ou du privé et compagnie. Le programme ACV, Action Cœur de Ville, oui. C'est un programme qui a été initié pour rénover les logements de centre-ville. Et nous, à la CPME, le volet commerce du centre-ville, et tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui. Si nous arrivons à faire revenir en centre-ville les salariés, c'est du pouvoir d'achat qu'on remet effectivement dans l'économie des centres-villes et notamment des commerces. Le programme ACV, c'est quoi? C'est 3 partenaires. Action Logement, c'est la Caisse des dépôts et c'est l'État. Bon, et ben, là, on a trouvé une façon, je dirais, harmonieuse de pouvoir développer et de rénover, bien entendu, c'est qui amène du logement. Et au niveau de la CPME, vous savez qu'on a un volet très important pour le développement des commerces. Oui. Et les chambres de commerce, avec le C de commerce, bien entendu, on a cette optique-là. Et au niveau de la CPME, je le répète, notre ADN, c'est loger les salariés. Alors que ce soit en centre-ville ou que ce soit dans les quartiers, avec la rénovation, je rappelle, Action Logement, aujourd'hui, c'est 75 à 80% du financement de l'ANRU. L'ANRU, initié par effectivement le ministre Borloo à l'époque, et qu'on y met, je crois, Patrice me dira, je crois que ça va être 14 milliards à nouveau qu'on va mettre effectivement dans la rénovation urbaine. Oui. Donc le programme de logement des salariés, il est tout tracé pour nous. Et alors évidemment, face à tout ce qu'on vient de dire, eh bien, il y a cet énorme virage et absolument incontournable virage à prendre qui est celui de la transition climatique. Donc on ne veut plus de passoires thermiques et en même temps on veut construire à bas carbone. Si on veut réduire significativement notre impact climatique, le secteur du logement, c'est une priorité. Patrice Tillet, comment aujourd'hui on avance concrètement sur ce chantier de la décarbonation ? Alors, on avance concrètement sur 2 pieds. On a celui de la construction, mais sur... alors,
comme on est un très gros constructeur, on a un impact carbone assez fort. En tout cas, chez Action Logement, c'est à peu près 50% des productions nouvelles qui sont au-dessus des seuils réglementaires environnementaux. Donc, c'est-à-dire, on a une exigence portée par les partenaires sociaux qui est de dire nous ne devons pas nous contenter du minimum réglementaire. On va aller chercher tout de suite le seuil de la RE 2020, palier 2025, alors qu'on n'en est pas, contraint par la réglementation. Donc ça, c'est un effort. On travaille beaucoup avec les entreprises. On est en cours de réalisation d'un immeuble à Gennevilliers avec du béton entièrement recyclé, de béton issu de démolition. On est en train de faire aussi en région lyonnaise le premier immeuble. Alors c'était une première mondiale, hein, celle-ci. Et là, on va faire une première nationale en région lyonnaise avec du béton ultra bas carbone. Donc on travaille aussi avec l'écosystème qui est le nôtre. On est très lié au territoire, alors aux élus locaux certes, mais aussi au monde de l'entreprise, de l'industrie, aussi des bureaux d'études qui sont en réflexion avec nous, qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, on a aussi cette capacité, nous, à accompagner des filières nouvelles. Parce que la transition, on l'a dit, ça se fera. C'est pas la question, c'est comment on va payer, dans quel délai on va le faire, mais de toute façon, l'équation, elle est claire, nous le ferons. Et on le fait avec des entreprises qui sont ingénieuses, qui imaginent des choses, et sur lesquelles nous, avec notre capacité de commande, c'est 7 milliards investis chaque année sur les territoires en France par Action Logement Immobilier avec ses filiales. Et ça, c'est pour de la construction et de la réhabilitation, mais c'est de la construction avec des partenaires entreprises qui savent répondre avec nous à ces enjeux-là. Alors ça, c'est sur la construction. Oui, après... non, mais j'allais rebondir en vous demandant si justement aujourd'hui en France, est-ce que les filières techniques sont vraiment au niveau pour répondre aux nouvelles normes de construction ? Alors comme il n'y a que des chefs d'entreprise, il vaut mieux dire ici que oui, mais en fait pas tant que ça, et que leur rôle c'est de continuer à imaginer des choses, parce que l'imagination est vraiment aujourd'hui nécessaire, créer des modèles, et nous on est là avec la commande que nous réalisons, nous sommes là pour les soutenir. Quand on est allé visiter avec la directrice générale d'Action Logement, Nadia Bouillet, une usine de construction hors site qui construit des modules et qui permet de faire 300 logements étudiants dans des temps records près de Rennes, et des logements modulaires pour des entreprises qui s'installent près de Cherbourg, là très rapidement, il faut loger ses salariés, on le fait très rapidement, c'est une entreprise française qui construit avec des matériaux français, qui construit en France. Ça, c'est génial. Ou pour aider nos locataires à mieux gérer la consommation électrique liée à leur ballon d'eau chaude. C'est une petite start-up de jeunes ingénieurs qui ont inventé un système et qui font construire par une ETI en région, en Bretagne. Et nous, on dit, écoutez, on va vous en acheter 200 000 et en 3 ans, on équipe 200 000 logements de votre dispositif. C'est inventé en France, c'est fabriqué en France et c'est nous. Alors nous, on n'intervient que sur le territoire national, tant mieux. Et du coup, nous commandons et nous installons ces équipements très rapidement. Donc vraiment, c'est à travers l'imagination, la créativité, et nous, on y croit. C'est aussi un enjeu de confiance en ces entreprises-là. Oui. Et on passe des commandes groupées, on réunit toutes nos filiales et même des partenaires que l'on a dans des sociétés de coordination avec d'autres organismes HLM en disant écoutez, on y va ensemble et on augmente le niveau. Olivier Carré a parlé tout à l'heure de massification. C'est ça qui est le vrai enjeu. Nous, on part du principe qu'avec 1 100 000 logements, on ne va pas faire des micro-solutions. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est industrialiser avec les entreprises, trouver des solutions massives et acheter de manière très importante pour pouvoir avoir un impact sur l'environnement qui soit déterminant, rapide, pour accompagner la trajectoire nationale de baisse des gaz à effet de serre dans l'activité du bâtiment. Oui. C'est nécessaire pour nous. Alors, vous y croyez, à la CCI, vous y croyez aussi, mais en réalité, on le sait, cette transition climatique, elle apporte des opportunités, mais c'est aussi un lot de contraintes. Votre conseil, Alain, aujourd'hui, pour les entreprises qui cherchent à dépasser justement ces contraintes, où peuvent-elles voir le levier de développement formidable que ça représente ? Ça veut dire le formidable déjà, c'est qu'on ne sait plus exporter, répondre à un marché public si on n'affiche pas une étiquette un peu verte, quoi. On ne sait pas faire. Ouais. Et vous savez, moi je le disais parce que j'ai travaillé dans 22 pays dans le monde et déjà il y a plus de 10 ans, pour répondre à des appels d'offres en Europe du Nord, si on n'avait pas donc une démarche environnementale, on ne pouvait même pas répondre aux appels d'offres. Voilà. Donc aujourd'hui c'est devenu une condition sine qua non. Le seul point que je vois, c'est qu'on y va tous, c'est donc le rythme et l'accompagnement. Voilà. Donc c'est le sujet sur lequel il faut voir. Parce que vous voyez, la dernière enquête que j'ai faite, c'était sur du commerce. 70% mobilisés, les commerçants ont dit maintenant, c'est quoi votre prochaine priorité ? Survivre.
Et je voudrais reprendre ce que vous disiez. Bien sûr que par le passé, on a résolu des choses, on a connu de l'inflation, etc. Mais simplement, ce qu'on rejouera, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est le cumul des crises, le cumul des contraintes. Et donc, vous avez aujourd'hui un tissu économique qui n'est pas le même que celui il y a 10 ans, même si les taux d'intérêt, il y a 10 ou 15 ans, étaient supérieurs. La croissance n'est pas la même. Vous n'abordez pas donc un développement ou l'absorption de charges ou un taux d'intérêt. Si votre croissance est à 10% pour un intérêt à 5%, ou votre croissance est à 0,9% pour un taux d'intérêt à 5%. C'est ça le sujet. Et simplement, pour finir, je voudrais revenir sur la ZAN qui, moi, me tord un petit peu l'estomac parce que ça me fait un petit peu peur. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une contrainte, vous l'avez dit. On a besoin de simplifier, c'est une contrainte. Je ne dis pas qu'on ne va pas s'en sortir, mais tous ensemble, on va travailler. Moi, j'ai 4 pistes. Identifier. Identifions là où on peut construire, etc. et ce qu'on peut faire. Identifions les possibilités, les disponibilités. D'accord ? Deuxièmement, je voudrais qu'on priorise. Et ça, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas le logement, c'est qu'ensemble on se dise, sur un territoire donné, il faut prioriser. Troisièmement, il faut accompagner, parce que c'est compliqué pour une PME qui a le nez dans le guidon. Et quatrièmement, il faut négocier. Qu'est-ce qu'on peut négocier ? Si vous appliquez la ZAN à tout le monde de la même façon, vous avez des territoires qui sont sous-construits et d'autres qui ont surconstruit. Mais ce territoire qui a sous-construit, s'il veut rattraper, si on ne prend pas en compte l'effet de base, on fait comment ? Et donc, vous voyez, ça s'appelle le bon sens, la négociation. Et moi, ces 4 éléments, c'est une solution, vous voyez, qui ne coûte pas beaucoup d'argent public, mais sur laquelle il faut travailler. Quand je parlais d'aide, la fiscalité fait partie des aides, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Olivier Carré, vous êtes d'accord avec la marche à suivre proposée par Alain ? Ah oui, ce qui me fait très peur, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est que parce qu'en fait, ça fait déjà un certain temps que dans les règlements d'urbanisme ou autres, on est contraint par toute une série de normes environnementales à contraindre le foncier. Ouais. La seule chose qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'est emparé d'une vision très malthusienne du foncier. Et on l'aborde de façon parfois inintelligente. Ce que disait le président est très juste et on peut même aller au-delà. Quand par exemple on a des bassins de production électrique qui peuvent accueillir des entreprises qu'on appelle électro-intensives, oui. Il faut dégager la capacité pour elles de pouvoir s'y installer. Sinon, c'est complètement crétin de les installer à des centaines de kilomètres de là, avec tous les problèmes d'infrastructure et de logistique que ça amène. Donc, il y a une intelligence des territoires qui n'est, encore une fois, qui ne peut pas être résolue sur un tableur. Et c'est là où il faut de la négociation entre les partenaires économiques, entre les élus locaux, laisser un certain nombre de marges de manœuvre de la part de l'État qui surveille un peu tout ça. Et c'est assez logique, mais il doit avoir une vision qui est globale à l'échelle du pays et pas une vision qui définit ce qu'on doit faire à la parcelle elle-même. Ce n'est pas à lui de décider, ça c'est aux élus locaux avec les différents partenaires, que ce soit des constructeurs, comme les bailleurs sociaux, comme les promoteurs, ou évidemment, en priorité à mes yeux, pour le développement économique avec les entrepreneurs. Oui, c'est l'importance pour tous les acteurs, évidemment, de travailler ensemble. Bernard, le mot de la fin ? Je crois qu'on est devant un défi qui est non pas insurmontable, mais quand même, la marche est haute. La marche est très très haute. Je citerai qu'un seul exemple qui m'est arrivé dans mon entreprise. J'avais récupéré, entre guillemets, un très bon CV d'une collaboratrice. Et elle dit oui, je vais aller travailler chez vous, c'est magnifique, machin et compagnie. Elle a fait 3 mois. Et au bout de 3 mois, elle me dit, vous comprenez, alors pour ceux qui connaissent un peu le secteur, j'habite Rethel et je viens travailler à Reims. C'est 100 km aller-retour tous les jours. Je ne peux pas. Je ne peux pas, tout simplement parce que le prix du carburant est trop important et compagnie. Et je ne peux pas me rapprocher non plus parce que, quelque part, mon mari travaille à Rethel, donc je vous quitte malheureusement. Et on a le double effet qui se coule, c'est que je perds une collaboratrice d'un bon niveau et derrière, je n'ai pas les moyens financiers, parce que là, il faut parler aussi du moyen financier des entreprises, à augmenter effectivement le salaire des gens pour qu'ils puissent. Donc on a 2 problèmes qu'il faut résoudre. 1, le logement.
2, bien entendu, la distance et le lien emploi-logement est absolument indispensable en mon avis, pour les années à venir. Et tout ce qui vient d'être dit est frappé du bon sens. Peut-être laisser une question dans la salle. Absolument. Donc la marche est haute, mais vous avez réussi, messieurs, ce midi à dégager les pistes pour trouver les solutions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ? Monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Christian Marquis, moi je suis président de la CPME de l'Eure et entrepreneur dans le domaine de la charpente. Je suis très concerné par la question du logement, évidemment. Je veux rappeler ici 2-3 petites choses en fait, qui, pour moi, me guident dans mon action. En fait. La première chose, c'est que le rayon de la planète, c'est plus de 6000 km. Ouais. Et que donc, quand on parle d'artificialisation des sols, quand on construit une maison, par exemple, dont les fondations descendent à 2 mètres, je ne suis pas certain qu'on blesse énormément la planète. Deuxième chose, je vois les banlieues qui explosent et je comprends qu'on a massifié et industrialisé des logements pour y loger des gens dans des conditions, je crois, dans lesquelles aucun d'entre nous n'aurait envie de vivre. Et en fait, on les regarde, ces banlieues-là, comme étant des lieux explosifs. Moi, je travaille aussi dans d'autres banlieues qui sont ces fameux lotissements qu'on honnie complètement aujourd'hui en les pointant du doigt et en rendant d'ailleurs les propriétaires de maisons complètement responsables de cet éloignement, de ces trajets, etc. Mais ils sont responsables de rien. En fait, ils habitent dans des maisons qui sont certainement beaucoup plus vivables et bizarrement, ces banlieues-là n'ont pas explosé. Quand les banlieues ont explosé en fait, il y a quelque temps, en fait, et on voit ces phénomènes arriver régulièrement. Donc je voudrais juste apporter ce point de vue-là en fait, pour dire oui, les villes sont des lieux qu'il faut savoir repenser aujourd'hui à l'aune de cette transition climatique dont on a peu parlé finalement. On a parlé de la loi ZAN et des conditions législatives de la transition climatique, mais la transition climatique, c'est bien ce réchauffement qui est à l'œuvre et entasser massivement des gens demain dans des centres-villes hyper chauffés, je ne suis pas certain que ce soit vraiment la solution absolue et la réponse à tout. Et je pense donc que repenser le centre-ville, c'est tout à fait juste. Ça, pour le coup, il faut y repenser. Comment est-ce qu'on ramène du commerce ? Comment est-ce qu'on améliore le cadre de vie dans le cadre de la réalité physique de ce réchauffement climatique qui est à l'œuvre ? Et puis, de grâce, ne négligeons pas les villes moyennes, ne négligeons pas les grandes périphéries, ne négligeons pas des solutions qui fonctionnent, en fait, qui sont un peu plus de la dentelle, un peu moins massives, mais qui permettraient quand même d'offrir, le cadre de vie que les gens veulent, parce qu'on l'a dit, en fait, le modèle de la maison est aujourd'hui encore largement demandé. Deuxièmement, je n'ai pas le sentiment que cette maison abîme tant que ça que la planète. Et puis, troisièmement, c'est peut-être effectivement ce balancier où on remet tout aujourd'hui sur le massif. Ce qui se passait dans nos villages il y a 50 ans peut aussi redevenir un exemple en fait, à suivre. En tout cas, une partie de la solution. Olivier Carré, l'ancien maire que vous êtes, souhaite rebondir. Alors, maire, et puis surtout pour avoir travaillé sur ces différentes zones rurales et urbaines. Un très très gros effort de rénovation thermique concerne les fameuses maisons dont vous parlez et qui sont dans le milieu rural. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Or, il va y avoir toute une mutation dont on n'a pas parlé, qui est la mutation démographique, qui est en train de se faire avec une explosion du vieillissement de la population. Et beaucoup de personnes qui ne vont pas pouvoir rester dans leur pavillon et dont, alors là par contre, la meilleure adaptation serait l'appartement et autres. Alors c'est pas moi qui parle, c'est des analyses, ce rapport Broussy et autres sur le grand âge et le maintien dans le logement, etc. Mais tout ça pour dire qu'il faut justement faciliter la revitalisation de tout ce secteur en le prenant comme il est, pas forcément en cherchant à l'étendre. C'est là où il y a où l'évolution, le ZAN, etc., a pointé du doigt ce modèle. Mais par contre, il ne faut absolument pas le laisser tomber. Et il faut faciliter justement le fait qu'un ménage puisse acheter une maison, la rénover, faire en sorte que ce ne soit plus une passoire thermique et faire en sorte qu'ils s'y sentent bien. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a des actions cœur de ville ou autres qui revitalisent aussi les cœurs de bourg, enfin tout, qui redonnent justement cette chance à ce qu'on a appelé la France périphérique, eh bien, à ce moment-là, on a une des solutions au problème du logement et aussi, ça j'y suis très attaché, à la réconciliation des territoires. Parce qu'on est tous dans le même pays. Voilà, qu'on soit dans une banlieue ou qu'on soit justement dans cette zone pavillonnaire.
Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien voilà, vous avez été parfaitement clair. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.